Alexandre Varenne est né à Clermont-Ferrand en 1870, au cœur de la vieille ville auvergnate, dans un milieu de petits commerçants au pied de la cathédrale. Il fit des études à Clermont, donc au lycée Blaise Pascal, puis ayant passé son baccalauréat, il s'éloigna pour un temps de la métropole auvergnate pour faire ses études de droit à Paris. Ce passage à Paris bouleversa son destin. Il rencontre les milieux socialistes, nous sommes au cœur de l'affaire Dreyfus, et il se met à participer à un certain nombre de feuilles socialistes qui n'ont pas des gros tirages, mais ce qui lui permet de rencontrer un certain nombre de leaders du tout nouveau mouvement ouvrier. Il fait essentiellement son retour en Auvergne au début du XXe siècle, exactement en 1902, quand il choisit de vraiment, alors là, s'installer à Clermont et d'y développer une double vocation, une vocation politique, une vocation journalistique. Et il lie ces deux missions, puisque c'est en créant un hebdomadaire qui va s'appeler l'Ami du Peuple qu'il va vouloir s'installer à la tête du socialisme auvergnat. Et il va y réussir, puisque son journal hebdomadaire devient la référence exclusive du socialisme auvergnat dans le Puy-de-Dôme. Il devient le leader de ce socialisme, et surtout, il en devient le premier élu à la Chambre des députés. Un des grands points communs et durables de la carrière de Varenne fut de toujours privilégier l'alliance avec les autres membres des gauches républicaines et de faire que la SFIO, auquel il appartient évidemment depuis 1905, s'entende avec ces radicaux. Mais en même temps, il refuse de participer au gouvernement, d'accepter des fonctions ministérielles par discipline de parti. À la demande de certains socialistes bourbonnais, il va assumer son grand rêve, transformer son hebdomadaire, l'Ami du Peuple qu'il a fait renaître après la Grande Guerre, en quotidien. En octobre 1919, donc le quotidien La Montagne apparaît sous la houlette de Varenne, c'est son journal. Ce n'est pas encore le grand journal du département du Puy-de-Dôme, mais c'est le début d'une grande entreprise journalistique. En 1919 et en 1920, Varenne reste dans la SFIO maintenue autour de Léon Blum. À partir de là, il va se trouver néanmoins dans une certaine contradiction. Car, contrairement à ce qu'on dit, la SFIO de Léon Blum se veut toujours révolutionnaire. Dans la tradition de Jaurès, elle refuse le modèle bolchevique, le nouveau critère communiste, mais elle se veut toujours révolutionnaire. Ce qui fait que, entre 1920 et 1925, Alexandre Varenne se retrouve toujours à la SFIO, mais dans une situation un peu ambiguë, à savoir qu'il se retrouve toujours dans l'aile modérée, dans l'aile réformiste, celle qui est tentée par l'accès au pouvoir, ou du moins la participation au pouvoir. Et il promeut en 1924 le système du cartel des gauches, c'est-à-dire de l'entente avec les radicaux. Et les listes du cartel des gauches triomphent à la Chambre des députés. Simplement, l'expérience du cartel des gauches tourne assez vite mal. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le tournant que va prendre la carrière d'Alexandre Varenne. Après le cabinet Herriot, vous avez une cascade de gouvernements. Un de ces premiers gouvernements va être celui de Paul Painlevé. Paul Painlevé va proposer, durant l'été 1925, à Alexandre Varenne des hautes fonctions, non plus de ministre, mais de gouverneur général de l'Indochine. Donc en juillet 1925, Alexandre Varenne est pressenti par Painlevé pour prendre la tête du gouvernement général de l'Indochine. Et donc Varenne décide de passer, si je peux dire, à l'acte en acceptant de prendre une fonction importante. Pourquoi Alexandre Varenne va accepter? Car il sait très bien qu'en acceptant ce poste, il va se mettre au banc
de la SFIO. En effet, à peine aura-t-il accepté cette fonction qu'il sera exclu de la SFIO. Alexandre Varenne, qui commence à avoir tout de même un certain âge, 55 ans, peut se dire qu'au fond, il est peut-être temps pour lui, quitte à prendre ses distances, voire à rompre avec son parti, d'assumer cette ligne tactique qui a toujours été la sienne. Une autre raison qui a pu jouer dans la décision d'Alexandre Varenne, c'est que le poste de gouverneur général de l'Indochine, même si à l'époque il y avait déjà des difficultés dans cette partie très originale de l'Empire français, le poste de gouverneur général était un des plus prestigieux, puisque celui-ci se trouvait à la tête d'une colonie et de 4 protectorats. L'Indochine était le fleuron de l'Empire. Varenne dira lui-même plus tard, l'Indochine est comme une boutique, une bijouterie de luxe dans un quartier malfamé. Il y a un réel risque sur l'Indochine et donc Varenne est envoyé en tant qu'homme de gauche pour protéger l'Indochine et puis remettre un peu de l'ordre et de l'harmonie dans les consciences et essayer de regagner à la France une partie de l'opinion publique indochinoise naissante qui est en train de regarder beaucoup plus du côté de la révolution chinoise que du côté des bienfaits de la puissance coloniale. La République est affaiblie en sortant de la guerre, elle a des très gros problèmes, elle n'a pas les moyens de mener des guerres coloniales et elle ne veut pas en mener non plus par rapport à l'opinion internationale, la SDN. Et le fait d'envoyer Varenne, qui est quand même le vice-président de la Chambre en 1924, et qui est un parlementaire quand même assez réputé, et réputé socialiste, le fait de l'envoyer en Indochine, qui est la colonie la plus éloignée, donc la plus menacée, peut procéder justement d'une volonté de désamorcer les crises et de garder l'Indochine à la France face à une effervescence générale en Asie. Varenne arrive en pleine montée de l'agitation du radicalisme proto-révolutionnaire vietnamien. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on envoie un homme de gauche gouverner l'Indochine. Thế thì ông nó sang và cũng phải nói rằng khi mà có cái tin Varenne là một đảng viên Đảng Xã hội, nguyên là một đảng viên Đảng Xã hội sang, thì trong nhân dân Việt Nam không thể không có một cái hy vọng nào đó. Varenne est attendu. Il est attendu quand il débarque. Les grands bourgeois de Cochinchine ont organisé la rédaction d'un cahier de vœux qui reprenait les principales revendications des leaders constitutionnalistes. Thì có những cái nguyện vọng như vậy. Thì Varenne lúc bây giờ này, lúc mới bắt đầu tiếp xúc với dân chúng Việt Nam thì ông ấy cũng nhận tất cả các cái yêu cầu, các cái nguyện vọng đó, ông toàn quyền xã hội, và hy vọng là với những cái đề đạt nguyện vọng của mình thì ông này ông sẽ thực hiện được một phần nào. Cahier de vœux modéré, mais quand même des vœux qui étaient quand même des vœux faisant preuve d'une certaine fermeté, d'une vraie pertinence dans le contexte de l'époque. Établissez la liberté de la presse, la démocratie, donnez-nous une part au gouvernement, le self-government qui sera la manière de décoloniser progressivement au profit de la nouvelle classe dirigeante vietnamienne, les 3 pays vietnamiens. Toute la population vietnamienne a suivi le voyage du nouveau gouverneur général. Et lors de son entrée à Hanoï, alors des 2 côtés de la rue, il y a une foule immense. Et parmi cette foule, il y a des vieillards. Ils s'agenouillent au bord de la route, ils présentent les vœux du peuple vietnamien. Alors, Alexandre Varenne, il ouvre sa voiture, alors il descend, il s'approche de ces 2 vieillards avec une barbiche blanche, turban. Alors il reçoit le cahier de vœux du peuple vietnamien. Alors après, il monte sur la voiture et la voiture roule vers le palais du gouverneur général.
Quand Varenne arrive, manque de chance ou chance pour lui, la sûreté vient d'arrêter la grande figure du nationalisme vietnamien à Shanghai, Phan Boi Thio. Et quand il arrive, il trouve Phan Boi Thio en prison. Il est jugé, il est condamné à mort en 1925, au mois de novembre, par la commission criminelle du Tonkin. Ça soulève une vague de protestations dans toutes les villes d'Indochine. Khi Varenne vừa mới đặt chân tới Việt Nam, chưa ổn định được cái bộ máy cai trị toàn quyền của mình thì đã nhận được rất nhiều các nghiện tín và yêu cầu là thả Phan Bội Châu. Thì có thể nói là Varenne vấp phải một cái phong trào đấu tranh rất mạnh. Và Varenne cũng lợi dụng cái thời cơ này để mà thi hành một cái chính sách mua chuộc xoa dịu. Và trong cái tình thế không thể nào mà kết tội Phan Bội Châu được. Première vague d'agitation. Varenne y coupe court à la Noël 1925, il gracie Phan Boi Thio. C'est l'une de ses premières décisions. Donc, soulevant l'espérance d'un gouvernement, d'une réforme, ou d'un ensemble de réformes politiques qui ouvrirait un débouché aux moins impatients de ces jeunes gens, et en tout cas aux moins impatients des nationalistes vietnamiens. Le nationalisme vietnamien est maintenant bien installé dans les élites. Il semble qu'il y ait une voie, avec l'arrivée de Varenne, qui s'ouvre, une voie historique. L'on doit se rappeler que depuis son émergence dans les années 1900-1905, donc c'est à peu près ces 5 années, le nationalisme vietnamien s'est organisé autour des idées et de 2 grandes figures, Phan Boi Thio et Phan Chu Trinh. Au fond, ils ont des idées très proches. Ils sont tous les deux pour la formation d'une nouvelle culture, d'un nouveau Vietnam. Ils sont tous les deux des patriotes. Cũng trong thời kỳ này thì có một cái sự kiện có thể nói có tiếng vang rất lớn là Phan Chu Trinh là ở Pháp về. Trước sau tư tưởng về chính trị của Phan Chu Trinh là như vậy. Nó khác với Phan Bội Châu. Phan Bội Châu là bạo động, Phan Chu Trinh là cải cách. Nhưng mà cả hai ông ấy, nếu mà nghiên cứu cho kỹ là cái mục tiêu của các ông ấy cũng là chung một mục tiêu, tức là giải phóng dân tộc, giành cái độc lập cho dân tộc Việt Nam. Mỗi ông đi một cách thôi. Phan Chu Trinh a vécu en France de 1911 à 1925. Il n'a jamais eu l'autorisation de revenir au Vietnam. Et c'est seulement en 1925 que le cartel des gauches lui en donne la possibilité. Et je pense d'ailleurs que la décision qui est prise par le ministre des colonies de laisser repartir Phan Chu Trinh est à mettre en relation avec le choix de Varenne comme gouverneur général. On s'est dit, après tout, ils ont des idées qui ne sont pas très éloignées. Bởi vì là cái lý thuyết của Phan Chu Trinh nó phù hợp hay là nó có thể rằng là nó tạo cái điều kiện để mà cho cái công cuộc khai thác của Pháp sau chiến tranh. Vì chúng ta biết rằng là cụ Phan Chu Trinh là luôn luôn chủ trương là dựa vào Pháp để mà cầu tiến bộ, cho nên cái tư tưởng đó nó phù hợp với cái không khí của những năm sau chiến tranh. Phan Chu Trinh rentre à Saigon, la société de Saigon lui fait une réception extraordinaire. Phan Chu Trinh commence une tournée de conférences où il expose ses idées avec beaucoup de calme, de modération, mais aussi de fermeté, car intellectuellement, la figure de Phan Chu Trinh est absolument remarquable. Hein, c'est un des grands penseurs de l'Asie. C'est le père de la démocratie vietnamienne, Phan Chu Trinh. Il tombe malade en avril 1926, il meurt, et on lui fait partout au Vietnam, la jeunesse organise des funérailles de Phan Chu Trinh. Ces funérailles ont eu lieu à Saigon, en présence de 150 000 personnes. Donc, probablement la première grande manifestation de Saigon. L'agitation s'est répandue dans les écoles, mais des cortèges d'une ampleur un peu comparable ont eu lieu à Hanoï, à Hue, dans les villes moyennes du Vietnam colonisé. Donc toute une agitation qui se greffe sur l'agitation protestataire qui avait accompagné la condamnation à mort de Phan Boi Thio. Dans les écoles, agitation, les directeurs d'établissement sanctionnent, interdisent aux élèves de se rendre au cortège qui se déroule dans les villes. Et à ce moment-là éclate, en 1926, une vague de grèves scolaires.
Les élèves vietnamiens, bien entendu, se mettent en grève. L'administration les exclut. Ils retournent chez eux, et voilà des esprits et des bras disponibles pour l'activité politique. Donc toute cette agitation, Varenne va devoir l'administrer, administrer le nouveau radicalisme vietnamien. On est dans cette configuration des forces et des idées quand Varenne arrive. Il va falloir qu'il définisse une politique, ce qui va être bien difficile pour lui, parce que comme la première réponse qu'il sera obligé de faire, c'est temporiser. Laissez-moi d'abord, donnez-moi du temps. Ensuite, la deuxième réponse sera de faire face à l'agitation des jeunes en 1926 et forcément de couvrir les mesures répressives qui leur sont appliquées par les autorités locales. Il va s'aliéner très très vite la jeunesse radicale. Et ça, c'est acquis dès la fin de 1926. Varenne a perdu la confiance des jeunes, de la jeune génération. Qu'y a-t-il dans la société vietnamienne pour tenir tête à la radicalisation de ce que j'appelle l'intelligentsia, c'est-à-dire cette génération de jeunes intellectuels, porteurs d'abord de la tradition patriotique, gagnés très précocement à la nécessité de lutter révolutionnairement avec les méthodes de la révolution contre la colonisation. En face, eh bien, il y a la cour. À l'époque de Varenne, c'est l'interrègne. C'est d'autant plus l'interrègne que l'empereur précédent, qui est mort en 1925, Hai Dinh, sous son lit de mort, a accepté de signer ce texte qui avait été préparé par le résident supérieur de la NAM, Pierre Pasquier, par lequel l'empereur acceptait d'être dépossédé de son pouvoir politique et administratif. L'empereur accepte de confier la régence de l'Empire au résident supérieur de la NAM. C'est-à-dire que pratiquement, pendant la minorité de son fils, Hai Dinh a accepté que l'empereur ce soit le résident supérieur, puisque le régent exerce le pouvoir impérial. Mais il faut avouer que le roi de Nam, à ce moment-là, il n'a pas de droit. Et surtout, pendant cette période, Bảo Đại, il est en France. La cour de voyer vacante est représentée par un conseil des ministres. Le protectorat d'Annam est aux mains de mandarins sans grande consistance. On ne peut pas dire que ce ne soient pas des patriotes à leur manière, mais ils se sentent sans réponse, privés d'avenir, sans moyens, face à la puissance du pouvoir colonial, dont il faut imaginer quand même la toute-puissance. Thêm nữa về phương diện chính trị thì Khải Định chết và người Pháp cho phép Bảo Đại lên kế ngôi, một cái hoàng tử còn rất trẻ được kế vị cha, và Varenne đã đến dự cái buổi lễ. Alexandre Varenne, avec sa suite, se rend de Hanoï, envoyé pour assister aux funérailles de Khai Dinh et à l'intronisation de Bảo Đại. Le gouverneur général doit assister aux funérailles de Khai Dinh et assister à l'intronisation du nouveau roi, c'est Bảo Đại, pour présider ces deux grandes fêtes. Trong thiên hạ có anh già điếc, Bảo Đại, Vĩnh Thụy, des fils de Khai Dinh. Il est rentré au Vietnam pour assister aux funérailles de Khai Dinh. Ensuite, il est parti pour la France pour continuer ses études. Alors. L'empereur est un jeune homme, il est en France, il est lycéen, il ne s'intéresse guère à ce qui se passe au Vietnam, qu'il ne connaît pas. Il mène la vie parisienne, il fait ses études. C'est un jeune homme très intelligent, ce jeune Bảo Đại, plein de promesses, mais bien chapitré par les Français. Il est quand même porteur de la tradition des Nguyen, de la dynastie impériale. Et il sait qu'il est l'empereur. Le premier mandat, qui va durer à peu près une année, de novembre 25 à octobre 26, va être un mandat assez politique.
un mandat dans lequel il va définir les grandes bases de tout son gouvernement général. Un mandat assez politique, la grâce de Van Boischaut, le retour de Van Choutrin, le discours du Conseil du gouvernement de décembre 1925 dans lequel il réaffirme la nécessité pour l'Indochine d'aller à l'indépendance. Bien évidemment, ce type de déclaration, de discours, déclenche un certain tollé au sein du colonnat et des services civils. Dès le mois de mai 1926, il passe un premier décret pour l'accession des indigènes à l'administration. Une des bases de sa mission en Indochine. Il est envoyé en Indochine pour faire ça. C'est un signe fort au niveau de l'association. C'est-à-dire que les Indochinois sont amenés à collaborer et à participer directement à la gestion de leur pays. Pendant ce premier grand mandat, qui est le grand mandat de Varenne, je pense, il met en place les bases du crédit populaire agricole. Parce qu'en fin de compte, le gouvernement général, colonial, sait très bien que s'il ne réussit pas à améliorer assez rapidement quand même la condition des paysans, il aura du mal à se maintenir. Mais qui avait bénéficié? Ce n'est pas les paysans. Ce sont les Vietnamiens concessionnaires, c'est-à-dire les grands mandarins qui ont été, n'est-ce pas, travaillé beaucoup, collaboré avec les collabos, quoi, comme je pourrais le mot, avec les Français. Donc il a pu jouir un peu de droit d'emprunter de l'argent par les paysans. Les paysans, rien. La mise sur pied du Crédit agricole populaire est une entreprise véritablement très très importante, mais qui va se heurter bien évidemment à l'inertie et puis surtout à l'intelligence des Chinois qui vont prendre l'argent qui est prêté dans le cadre du crédit à un taux vraiment minime et qui va le reprêter à son tour aux paysans vietnamiens à des taux bien plus importants. Au mois de septembre 1926, il met en place la troisième grande réforme qui est les concessions, le régime des concessions. C'est-à-dire comment attribuer les concessions, qui les attribue, quelle surface, quel contrôle l'administration peut avoir sur la façon dont les terres sont utilisées ou pas, le pourcentage des terres qui restent en friche. Beaucoup de groupes importants ou de gens importants prennent de plus en plus de terres, mais ne les mettent pas en valeur, ne les cultivent pas, et ensuite créent des sociétés. Ils créent des sociétés, des SA en général, des sociétés anonymes, qui prennent donc le contrôle de surfaces de terre très importantes. 1000 hectares, 2000 hectares, 5000 hectares, 10 000 hectares, 20 000 hectares, et qui, en fin de compte, ensuite les revendent. Où c'est une forme de spéculation, et tout à fait arbitraire, qui ne profite absolument pas. Donc il y a plusieurs problèmes qui sont liés au système des concessions. On peut dire que le régime des concessions, le système des régimes de concessions, va être le grand dossier de tout le gouvernement Varenne. Ceux qui vont s'opposer à Varenne vont se regrouper autour de Ernest Outret. Outret va organiser ou orchestrer, coordonner les pôles d'attaque contre Varenne. Ernest Outret est le candidat des fonctionnaires et le candidat des colons. Le colonnat qui ne veut pas de réforme. Les colons, ce sont ceux qui sont sur place, qui en fin de compte gèrent et mettent en valeur dans leur tête la colonisation, qui développent le commerce, et donc ils ont des intérêts qui sont des intérêts très spécifiques. Donc lors du premier mandat de Varenne, suite aux mesures qu'il prend à la fois politiques et sociales et économiques, il va y avoir un premier train de réaction, des attaques de type politique. C'est-à-dire que Alexandre Varenne est quelqu'un de fou, de dangereux. Politiquement, on a envoyé un fou en Indochine. On a envoyé un apprenti sorcier qui va faire sauter le caisson indochinois. Et en fin de compte, ces réactions, on pourrait dire, encore relativement nobles. Varenne commence à ouvrir les portes à l'administration indochinoise, mais aussi à mettre sur pied un système de crédit agricole populaire, mais aussi à mettre sur pied une première réflexion de réforme des concessions,
Là, à ce moment-là, il va y avoir un deuxième type d'attaque qui va avoir lieu, qui vont être beaucoup moins nobles. De septembre 1926 à février 1928, tout le gouvernement général, toute la période de gouvernement de Varenne va être polluée complètement par cette campagne de diffamation qui va présenter Varenne à la fois comme un fou et un insouciant au niveau politique, mais en même temps comme un magouilleur et quelqu'un qui va profiter de l'agricole de la Namme pour s'enrichir. Et à la même époque, commence, comme je l'ai dit, les attaques en dessous de la ceinture. C'est-à-dire qu'on va reprocher à Varenne d'avoir rapatrié une vingtaine de mâles pour un poids total de 4 tonnes, avec des richesses, des cadeaux qui lui ont été donnés, des meubles et tout ça. Donc une campagne de presse de bas niveau va se déclencher contre Varenne également à la même époque. Varenne, pour sa défense, arguera pour l'affaire des mâles qu'en fin de compte, ce sont les archives du gouvernement qui ont été déplacées, mais ce sont aussi ses archives personnelles. Mais bien évidemment, il pouvait y avoir des cadeaux que Varenne a reçus. Il n'y a rien de scandaleux à ça, à ce qu'un gouverneur général reçoive des cadeaux des populations et qu'il veuille les ramener des vestiges et des cadeaux et des traces et du mobilier qui viennent de ces régions, qui attestent de sa présence dans cet endroit du monde à une certaine époque et du rôle qu'il y a joué. On peut avoir une opinion sur ce type d'attaque pour savoir si c'est vrai ou pas vrai, par les commissions d'enquête qui se mettent en place. La commission Richard qui va enquêter sur cette affaire et qui, en fin de compte, conclura à l'innocence totale de Varenne. En fin de compte, la confiance va être redonnée au gouvernement, au ministère des colonies et au gouverneur général Varenne. Donc Varenne va sortir consolidé dans son mandat de gouverneur général. Alexandre Varenne retourne en Indochine à la fin d'avril 1927 et arrive en Indochine au mois de mai 1927. Le deuxième mandat de Varenne, enfin la deuxième période de Varenne en Indochine va être une période beaucoup plus calme que la première et va être une période dans laquelle il va concrétiser les premières réformes qui avaient été enclenchées lors du premier séjour en Indochine. Réformes politiques un petit peu, des réformes sociales beaucoup plus, des réformes du travail. Ça, on peut dire, c'est les intentions, les idéaux, les intentions, les bonnes intentions de Varenne. Il y a également autre chose qui sont les instructions de Varenne. C'est-à-dire que les instructions de Varenne sont de mettre en place ça, mais pas uniquement dans le cadre de bonnes intentions humanistes, mais dans le cadre du maintien de l'Indochine dans l'Empire français. Varenne est un homme enclin aux bonnes intentions à l'égard du peuple vietnamien, car il est membre du Parti socialiste. Donc, étant membre du Parti socialiste, plus ou moins, il doit avoir des idées plus ou moins libérales. Alors. Varenne est un homme de gauche, un socialiste, qui a des idées quand même assez généreuses par rapport à l'humanité et qui inévitablement doivent être mises en confrontation avec la situation coloniale et l'exploitation quand même des populations indo-chinoises. Il est mis dans une situation très difficile du côté du gouvernement français, des directives très strictes, et du côté vietnamien, le mouvement anti-français très, très profond. Alors, il est mis dans une impasse. Il ne peut pas accomplir ce qu'il veut. Thứ nhất là nói đến cái việc xây dựng và khai thác thuộc địa của người Pháp ở Đông Dương. Cái thời kỳ này thì là một cái thời kỳ rất ngắn mà giữa hai cái cuộc chiến tranh thế giới thì đây là thời kỳ mà người Pháp đã đầu tư và có thể hòa bình khai thác cái thuộc địa. Cái thời kỳ có thể nói rằng là hoàng kim của người Pháp ở thuộc địa Đông Dương. C'est la période où se déclenche véritablement le sommet de l'afflux des capitaux en Indochine. 8 années d'un boom extraordinaire, avec des investissements de capitaux considérables. Il est probable que, par exemple, dans les seules plantations des VA, les Français, les sociétés françaises ont investi 1 milliard de francs. 1 milliard de francs, c'est énorme, c'est un gros investissement. Or, ce développement de l'économie de plantation
de l'économie industrielle, des mines, etc., de l'économie minière et de la riziculture. Ce développement capitaliste, d'un capitalisme colonial, mais c'est un vrai développement économique, a des conséquences sociales considérables. Parce qu'il a d'abord fallu résoudre l'épineuse question, la très difficile question de la main-d'œuvre. Il n'y avait pas de prolétariat vietnamien quand les Français sont arrivés. Or, entre 1900 et 1927-28, s'est constitué d'abord lentement, autour de quelques îlots industriels constitués avant la guerre de 1914, un prolétariat industriel. Et dans ce prolétariat industriel, on doit inclure la main-d'œuvre des plantations, qui requiert beaucoup de main-d'œuvre. Les plantations, ce sont des industries de main-d'œuvre, ce sont des entreprises de main-d'œuvre. Les plantations, c'est une usine, hein, avec des milliers de travailleurs qui, tous les matins, à 4 heures du matin, vont saigner les arbres, recueillir le latex, qui sont chronométrés. Hein, c'est une usine ultra moderne. Et on recrute cette main-d'œuvre, non pas en Cochinchine, qui est relativement faiblement peuplée, ni en Annam, mais surtout au Tonkin. C'est le Tonkin, la zone très peuplée du Vietnam. Les coulis planteurs, ils sont recrutés du nord, c'est-à-dire dans les provinces population dense. Et après les crues, après les inondations, on tombe dans une pauvreté extrême, alors on profite de cette occasion pour recruter. Ouais. Với cái chính sách thuế khóa, với cái việc phải bị bắt đi phu hầm mỏ, phu đồn điền, thì chưa bao giờ mà người nông dân, có nhiều người nông dân Bắc Kỳ bị lôi ra khỏi làng xóm của họ như vậy. Mà chúng ta biết rằng là người nông dân, nhất là ở Bắc Kỳ và ở Trung Kỳ, thì họ gắn rất chặt với cái làng xã của họ, và họ chỉ bắt buộc phải đi ra khỏi làng khi mà cái nạn đói ép họ phải ra đi. Les coulis, qui sont des jeunes paysans, hein, cette main-d'œuvre est recrutée non pas dans les villes, mais dans les villages, ce sont des jeunes paysans qui n'ont aucune idée de ce qui les attend. Dans les seules plantations des VA de Cochinchine, travaillent plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers. Cela varie selon les années, mais on peut dire en gros autour plus d'une cinquantaine de milliers de coulis. Une cinquantaine de milliers. Mais pour qu'il y ait 50 000 coulis au travail, il faut qu'il y en ait beaucoup d'autres qui soient recrutés. Il y a ainsi une sorte de turnover, parce que beaucoup s'enfuient, beaucoup meurent, car les conditions sont terribles, les conditions du défrichement. C'est la zone du paludisme, les hauteurs. Il n'y a pas de législation ouvrière à l'époque, pas de législation sociale, pas de réglementation. Donc les coulis sont dans la main des cailles. Les ouvriers ne voient jamais les blancs, sauf là où il y a des ingénieurs. Ce sont les cailles qu'ils ont devant eux, les contremaîtres, qui empochent une bonne partie des salaires. Alors Varenne va procéder, va tenter des réformes. Je peux dire que toutes les réformes appliquées par les gouverneurs généraux en Indochine, ces réformes sont énoncées sous la contrainte du mouvement révolutionnaire vietnamien. Il va enclencher sa grande réforme. La grande réforme qui est la réforme un peu du code du travail, de la législation du travail. Qui réglemente le recrutement, les conditions du recrutement et les conditions d'existence des travailleurs migrants. Il va mettre sur pied un inspecteur du travail par pays, qui sera chargé de réglementer et de s'occuper des conditions dans lesquelles les coulis, les ouvriers agricoles sont surexploités dans les concessions. Donc toute une série de mesures vont être prises. Qui institue un contrat de travail avec fixation des salaires, qui fixe d'ailleurs, qui détermine la part du pécule qui sera remis aux coulis à la fin du contrat, aux ouvriers à la fin du contrat, qui définit, qui impose des obligations de soins, d'installation sanitaire, de logement, d'alimentation et même d'instruction, si je me souviens bien, pour les ouvriers recrutés sur contrat. Donc toute cette législation qui va commencer à se mettre en place pendant le second mandat va être une législation très importante quand même, qui va elle aussi entraîner une réaction
au niveau de la presse locale, mais qui sera une réaction, disons, qui se manifestera notamment par des conférences données dans la presse indo-chinoise par Bazin, qui est un recruteur de main-d'œuvre très important et qui va faire toute une série de conférences pour essayer de démontrer l'impossibilité de la mise sur pied de ce type de législation du travail et de contrôle pour le développement de la mise en valeur de l'Indochine. Et vous savez bien qu'il y a un assassinat de Bazin, le chef de recrutement des colis des plantations du nord au sud. Un assassinat même au cœur de la ville de Hanoï. Ce boom de l'économie coloniale s'achève à partir de l'année 1927. 1927, c'est déjà le retournement de la conjoncture avec le début de la chute des cours du caoutchouc. Les budgets indochinois pléthoriques depuis les réformes quasiment dictatoriales en matière économique de Paul Doumer, ces budgets sont en train de faiblir. Et je pense que c'est l'une des raisons de l'envoi de Varenne, étant donné ses compétences de membre averti, de parlementaire averti des problèmes financiers. Và Paul Doumer thì không chỉ gắn với cái tên tuổi ông ta, không chỉ gắn với những cái tuyến đường sắt và tuyến đường ô tô, mà ông ta còn gắn với cái độc quyền về thuốc phiện, về muối, về rượu và hàng chục cái thứ thuế khác mà người Việt Nam coi như là những cái gánh nặng rất lớn trong cái cuộc đời mình. Paul Doumer met en place le système des régies en 1900. Et dans les 3 régies, il y a la régie de l'opium. La régie de l'opium est une régie qui officiellement fournit des taxes au gouvernement général qui, en fin de compte, peut les utiliser pour la mise en valeur de l'Indochine. Quand Paul Doumer arrive ici en 96, il est jeune, il était déjà au Parlement, et surtout au Parlement, il avait vu les différents budgets de la colonie. Il savait que cette colonie coûtait et ne rapportait rien. Donc il fallait absolument, c'était impératif, trouver un moyen d'autofinancer la colonie. Et quel était le moyen de trouver autant d'argent susceptible non seulement de payer les affaires courantes, mais en plus de faire des grands travaux, des chemins de fer, des routes, des ports, si ce n'est l'opium, oui, et d'autres régies, c'est-à-dire l'alcool et le sel. Alors on va créer un très joli échafaudage sur lequel va reposer à peu près 80% du budget général de l'Indochine, les 3 colonnes de l'Empire, sel, alcool, opium. Alors pour l'alcool, c'est ce qui est le plus inique, puisqu'on a interdit aux Vietnamiens de produire leur alcool habituel, pour y substituer un alcool blanc, sans goût, fait par le monopole. Ça plaira pas. Le sel, c'est la gabelle, ça marche dans d'autres pays, ça marchera ici. Quant à l'opium, c'est payé par les Chinois, ça vient d'Inde, c'est raffiné dans la bouillerie de Saigon, qui est le nom de l'usine, et c'est vendu dans des boîtes de différents calibres, de différentes qualités aussi. Et c'est un système qui va durer donc de 96 jusqu'à la fin de la colonisation quasiment. On parle d'un monopole, c'est vrai, c'était un monopole. La régie de l'opium, c'est lettre RO, c'est 3000 débitants sur l'ensemble de la colonie. 3000 débitants, c'est beaucoup, si on considère qu'il n'y avait même pas le 10e d'école. Donc ça vous donne une idée des priorités de l'époque. À l'époque de Varenne, des fumeries patentées, il y en a encore 1300, des fumeries officielles. Alors cette période Varenne, là, c'est vraiment la période de la contrebande envahissante. Le Tonkin est délaissé par la régie qui sait que la contrebande y est trop forte. Mais il n'y a pas que le Tonkin. Il y a le Cambodge et surtout il y a la Cochinchine, il y a Saigon. Les Chinois du Sud, ceux de Saigon, qui font tourner les finances. Et à même époque, puisqu'il faut bien satisfaire la Société des Nations et rétablir les finances, on augmente les tarifs. L'un dans l'autre, les finances sont assainies, l'opium continue de rapporter près de 50% du revenu des régies, c'est-à-dire en cumulé 30% du budget général, ce qui n'est pas si mal. Que l'accusation sorte, pour les uns ou pour les autres, d'un enrichissement par l'opium, comme ça a été le cas avec Varenne, ça n'a rien de très surprenant. À l'époque, tout le monde s'accusait de tout. L'attaque des ennemis de Varenne va tourner autour de l'opium. Et là, c'est intéressant parce qu'en fin de compte, bien que ça soit totalement faux, que Varenne, certainement, n'a jamais touché une seule piastre du trafic de l'opium et qu'il n'est pas du tout mêlé à ça,
D'un seul coup, suite au meurtre de l'agent Noël, qui était un agent des douanes du port de Haiphong, chargé justement du contrôle de l'opium. Au meurtre de l'agent Noël par Alexis, qui est un ami de Varenne, et ben Varenne devient un trafiquant d'opium qui s'engraisse sur le dos des pauvres Indochinois. Mais qu'est-ce qu'il en est en fin de compte de l'affaire Alexis Noël? Affaire de mœurs. Ça sera d'ailleurs la ligne qui sera défendue par Varenne et ceux qui défendent Varenne. C'est-à-dire, c'est une affaire de mœurs, point la ligne. Le deuxième mandat de Varenne va être un mandat beaucoup plus édulcoré au niveau politique, va être un mandat durant lequel il va des fois remettre en cause certains de ses discours qu'il avait avancés assez courageusement dans le premier, et qui va être un mandat beaucoup plus technique et concret dans lequel il va aborder la réforme de l'instruction publique, réformer l'université, enfin la haute école de Hanoï, en créant une école, enfin en instituant une école de médecine et une école de droit. Et puis il va aussi faire certaines réformes dans l'instruction, dans le secondaire, dans le primaire. L'enseignement primaire est dispensé à travers l'Indochine, même les sous-préfectures. Alors, ils sont dotés aussi d'écoles primaires. Jusqu'à maintenant, alors, quand on discute sur la réforme de l'enseignement, alors, il y a des idées qui soutiennent la structure d'enseignement français. L'enseignement prodigué par les Français pendant la période coloniale, c'est un enseignement mais très bien. Alors, c'est tout comme l'enseignement prodigué en France. Et enfin, il va aborder un dossier relativement important, c'est le dossier de la défense de l'Indochine. La situation est extrêmement... se tend dans toute l'Asie. N'oublions pas que c'est la seconde révolution chinoise. La seconde révolution chinoise est là. La concession internationale décide d'annexer la concession française de Shanghai parce que le Kuomintang va risquer d'attaquer la concession internationale en passant par la concession française. La concession internationale est défendue quand même par des forces assez conséquentes, notamment anglaises, américaines, mais aussi japonaises, avec une flotte qui est présente, qui est très puissante, mais la concession française est très peu défendue par très peu de monde. Suite à ça, on fait appel à l'Indochine. On fait appel à l'Indochine pour que l'Indochine envoie des troupes pour protéger la concession française de Shanghai. L'Indochine va se retrouver démunie en troupes. Donc, va se poser à Varenne le problème de la défense de l'Indochine, notamment par rapport à la Révolution chinoise, mais aussi par rapport à la montée légèrement qui commence à sentir révolutionnaire de la population indochinoise. Donc, il faut montrer la force, il faut montrer ses muscles, quoi. Il faut montrer la force de la puissance coloniale. Donc, Alexandre Varenne va mettre sur pied tout un système de défense de l'Indochine, notamment par l'apport de chars, de premiers chars, d'avions, mais aussi de troupes qui vont être envoyées d'Algérie, de légions étrangères et de troupes coloniales qui vont être envoyées en Indochine, et également va être envisagée la création d'une armée indochinoise. Au mois de novembre 1927, Alexandre Varenne retourne en métropole, quitte l'Indochine, et en fin de compte, c'est un homme quand même touché affectivement par tout ce qui s'est passé, par toutes les campagnes. C'est-à-dire qu'Alexandre Varenne a été concrètement traîné dans la boue pendant 2 ans, par des attaques particulièrement sordides. Trafiquant d'opium, voleur, il attribue des concessions à ses amis... c'est un irresponsable au niveau politique, donc Alexandre Varenne quand même va arriver en France meurtri. Ça apparaît à travers
ça apparaît entre la correspondance des télégrammes entre Périer et Varenne. C'est assez émouvant d'ailleurs. Varenne dit voilà, je m'en vais, en novembre je pars. Donc je n'aurai pas les résultats de la commission Richard avant d'arriver en France. Donc je voudrais savoir si ma probité est mise en cause par le rapport Richard. C'est une question qu'il pose par télégramme à Périer au moment où il retourne en métropole. Et 2 jours plus tard, la réponse de Périer dit nullement. Votre probité n'est nullement mise en cause. Lorsque Alexandre Varenne revient donc en métropole en novembre 1927, il est encore gouverneur général. Et en janvier 1928, Poincaré lui demande de renouveler son mandat de gouverneur général. C'est une période très très difficile, janvier 1928, pour Alexandre Varenne. Il est pris complètement par les affaires de la commission d'enquête Richard et en même temps les auditions à la Chambre de la commission des colonies. Donc Alexandre Varenne va refuser d'être renouvelé comme gouverneur général de l'Indochine pour se consacrer à sa réélection la même année, en 1928, dans son mandat de député du Puy-de-Dôme. En février 1928, la commission Richard conclura à l'innocence totale de Varenne. Outray, qui a été le principal antagoniste de Varenne, il reconnaîtra très chevaleresquement, comme on dit, son erreur en voulant serrer la main de Varenne. Et en fin de compte, cela prouve bien que toutes les attaques contre Varenne étaient des attaques uniquement parce qu'il était gouverneur général. À partir du moment où il lâche le pouvoir, les attaques cessent. Donc on peut voir que les attaques sont totalement liées au fait qu'il avait accepté ce mandat et qu'il a pratiqué une politique de gauche en Indochine. C'est pour ça qu'il a été attaqué au-dessus et en dessous de la ceinture. Donc Alexandre Varenne va revenir d'Indochine en métropole avec un sentiment mitigé, terrible. C'est un peu une tragédie, c'est-à-dire que il a en effet accompli une œuvre exceptionnelle en très peu de temps. C'est en effet le gouverneur général qui a réalisé le plus de réformes en si peu de temps. Il a accompli une œuvre très importante. Et en fin de compte, troisième aspect de la tragédie de Varenne, on peut dire, c'est que toutes les réformes qu'il a faites et toutes les attaques qu'il a subies pour avoir eu le courage de faire ces réformes vont pratiquement pas pouvoir éviter l'émergence du processus révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les réformes de Varenne seront des réformes qui arriveront soit trop tard, soit n'auront pas l'ampleur qu'il faut, soit seront trop freinées par le microcosme colonial indo-chinois pour pouvoir empêcher l'émergence de la révolution, des forces révolutionnaires patriotiques et radicales en Indochine. Et on peut à juste titre penser que la période Varenne en Indochine constitue le crépuscule du projet colonial indo-chinois, c'est-à-dire que de 1917 à 1925-26, il y a une fenêtre favorable à l'administration coloniale. On peut dire que durant cette période, l'administration coloniale française avait l'initiative et l'opportunité de mettre sur pied une association franco-indo-chinoise susceptible de créer ce consensus dont avait tant besoin la présence française dans ce pays si éloigné. Et en fin de compte, justement par le développement de la mise en valeur et surtout par l'afflux des capitaux et l'affairisme colonial de plus en plus important, cet affairisme colonial a détruit la confiance que pouvaient avoir les Indochinois dans la puissance colonisatrice, dans la mesure où toutes les affaires les plus juteuses et les meilleures systématiquement allaient aux capitalistes français, et les Indochinois et les Vietnamiens essentiellement se trouvaient écartés des meilleures affaires. Donc assez rapidement, on se rend compte que les Indochinois se voient comme les dindons de la farce associative. Donc lorsque Varenne arrive, pratiquement déjà, on n'a presque plus de confiance dans la capacité de la métropole à changer la situation en Indochine, malgré les efforts qu'il a faits, malgré les réformes, malgré toutes les attaques qu'il a subies, en fin de compte, cela ne suffira pas pour empêcher une radicalisation définitive de l'intelligentsia, de la jeunesse, contre le pouvoir colonial français. Quelque part, on peut dire une tragédie quand même, la tragédie d'un homme, la tragédie d'Alexandre Varenne qui a pensé pouvoir être l'homme qui aurait pu
à la fois maintenir l'Indochine à la France, mais en même temps apporter des vraies réformes pour les populations. Mais c'est en même temps le point de départ des guerres de l'Indochine. C'est le point de départ des guerres de l'Indochine, je pense. Si on suit la biographie de Varenne, on sait que Varenne, alors jusqu'à 1945, il est encore une personnalité politique en France. Alors, et avec ses programmes, il a de nombreux programmes pour le Vietnam. Je peux dire que Varenne, vraiment, il a un programme assez continu à propos de la colonie vietnamienne, mais il est impossible d'accomplir ce programme. Face au jeune nationalisme d'Extrême-Orient, quelle est l'attitude des puissances occidentales? Nous avons l'honneur ce soir d'avoir parmi nous M. Alexandre Varenne, membre de l'Assemblée nationale constituante, ancien gouverneur général de l'Indochine. Et j'ai la conviction que la direction prise par la Grande-Bretagne est celle que nous devons adopter à notre tour. À vrai dire, ces idées pour nous ne sont pas nouvelles. Si, il y a 20 ans, j'ai pu passer pour un audacieux précurseur, j'aurais presque l'impression cette fois que je suis en retard. Car pour ce qui concerne les arrangements en cours entre la France et le Vietnam, je veux attendre pour les juger la solution qui ne saurait d'ailleurs tarder, puisqu'on annonce la prochaine visite. C'est moi qui suis sa petite, ton nanana, ton nanana, ton nanamite. Je suis